Les premiers résultats de Parcoursup sont tombés il y a quelques jours, beaucoup de futurs bacheliers sont encore dans l'angoisse, sur liste d'attente, et il peut être tentant d'envisager une scolarité en école privée. C'est ce qu'a fait cette étudiante qui a fini par s'inscrire dans une école qui lui promettait qu'elle allait devenir psychologue. Elle s'est inscrite sur Parcoursup et il n'y avait pas de place en fait, pas de place à la fac, la fac normale. Donc en fait ça nous a sauvés. Aujourd'hui après le bac, un étudiant sur 5 fréquente une école privée. C'est plus 40% en 10 ans. Le marché est porteur, d'autant plus que Parcoursup a accentué la compétition entre élèves. Et l'angoisse liée au flou des algorithmes et aux fameuses listes d'attente risque de renforcer encore cette tendance. Et donc très concrètement, ce qu'on observe depuis maintenant 3 ans sur Parcoursup, eh bien c'est que les candidats avec les meilleurs dossiers, le premier jour, sont pris partout et ils doivent libérer des places et choisir des vœux où ils vont pour que les candidats classés en dessous eh bien, obtiennent des places. Et donc c'est ce qui explique ces listes d'attente considérables. Les organismes privés proposant des formations post-bac reconnues ou non par l'État sont maintenant légion, mais nous allons nous attarder aujourd'hui sur les écoles de commerce. On a déjà évoqué ces écoles dans Ouvrez les guillemets en début de saison, on y parlait du racisme décomplexé de ces élites arrogantes. Ces petits cons là dont les parents ont payé 14 667 € pour l'année. Mais on va tâcher de dépasser un peu les préjugés, il est temps que cette haine de classe toute naturelle vu le contexte cède la place à un raisonnement éclairé et argumenté. Faut-il brûler les écoles de commerce? C'est la question légitime qu'on va se poser aujourd'hui, le plus calmement possible. Alors bien sûr, on va commencer par la base. On peut légitimement être choqué de voir des écoles si chères dans un pays qui nous parle d'égalité des chances. Dans un rapport de 2012, la Cour des comptes elle-même alertait sur ce qu'elle appelait une forte discrimination d'accès aux écoles de commerce par l'argent. Ces grandes écoles sélectives forment les donneurs d'ordre, les managers et les chefs d'entreprise de demain. Les cadres du système capitaliste seront donc issus des classes dominantes, celles qui ont les moyens d'investir 30 000, 40 000 € dans la scolarité de leur enfant. C'est ce qu'ont fait les parents de Pierre, par exemple. Toi, c'était un sacrifice financier de venir ici? Non, ça n'a pas été un sacrifice, mais c'est pas pour autant qu'on ne fait pas forcément attention ou quoi. Oui, voilà, mes parents financent mes études. Attention, il est tout à fait possible de faire un prêt étudiant, ça peut être un investissement rentable, faut juste pas se planter quoi. Pas se planter d'école tout d'abord, c'est le privé donc c'est concurrentiel, c'est un marché et tous les diplômes ne se valent pas. L'ITIC, à Paris, parle d'un master européen, mais son diplôme n'est pas reconnu en France. Il est délivré par un organisme privé suisse. Enfin, la Montpelliéraine Idelka ajoute un E à master et délivre des masters, inconnus au ministère de l'Enseignement supérieur. Trouver la bonne école peut être compliqué, déjà faut s'y retrouver, arriver à faire le tri entre les écoles sérieuses et les écoles qui sont à la limite de l'arnaque et qui vont essayer de vous embrouiller. Alors nous on est sur des bachelors et des masters européens, donc qui sont reconnus au niveau de la Fédé. Ce ne sont pas des diplômes RNCP, donc des diplômes d'État, mais de toute façon ça revient à peu près au même puisque c'est des quotas ECTS, des crédits ECTS. Donc à partir de ce moment-là, ça n'empêche pas de continuer sur un master par exemple à la fac en ayant fait un bachelor européen. Bref, on n'a rien compris. Par contre, on n'est pas l'UFC que choisir, donc on va pas parler des arnaques aujourd'hui, mais on va parler des écoles de commerce en général, ce qu'elles enseignent et les valeurs qu'elles portent. Vous avez peut-être vu cette affiche dans le métro, entrée rêveur, sortez manager. Il y avait eu un petit bad buzz à ce moment-là, mais moi ça me pose une vraie question, comment on transforme un rêveur en manager? D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de nos jours d'autant de managers et de si peu de rêveurs? Yves-Marie Abraham est professeur à HEC Montréal. Pour en avoir souvent parlé avec eux, je sais que beaucoup d'étudiants de cette école ont choisi de s'y inscrire non pas par goût pour la gestion, mais avant tout dans l'espoir de s'assurer une place pas trop inconfortable dans cette course à la production de marchandises. Ce faisant, ils ont renoncé à des projets plus personnels. Ils ont renoncé en somme à être eux-mêmes. Ce n'est pas les critiquer que de le souligner. Cette contrainte s'impose à tout le monde. Et je suis bien d'accord. S'assurer une place confortable et de bons revenus, c'est un objectif légitime, même quand on vient des classes populaires. À cet égard, on peut comprendre que l'université publique, sous-dotée, dépréciée, critiquée, ne soit pas la voie royale pour les étudiants et les étudiantes prêts à faire des efforts pour réussir. Si les étudiants sont prêts à payer, c'est qu'à la fac, les amphis sont souvent saturés. Ou les cours perturbés par des grèves. Bon, vous notez que laisser dépérir l'enseignement public, c'est le meilleur moyen de dynamiser le secteur porteur de l'enseignement privé, mais passons, ce n'est pas le sujet. Les élèves et les parents doivent faire des choix et investir dans un bon diplôme, et le privé, ça paraît souvent être un choix raisonnable. Mais à quel prix pour les élèves eux-mêmes? Alors actuellement, en deuxième année d'école de commerce et après 3 ans de prépa et un prêt de 35 000 € à la banque, je peux vous dire une chose. Ne faites pas d'école de commerce.
On trouve pas mal de témoignages de ce type sur YouTube et quelques critiques reviennent régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles émanent d'anciens élèves ou d'élèves qui avaient décidé de jouer le jeu et de payer. Ce n'est donc pas la sélection par l'argent qu'ils critiquent, mais la scolarité elle-même. Transformer un rêveur en manager, ça ne se fait pas comme ça, il y a tout un processus qui commence à la Toulouse Business School dès le concours d'entrée dans une ambiance hystérique. Il y a deux grandes raisons à cela. La première, c'est pour les aider à gérer leur stress. Et la seconde chose, c'est qu'ils découvrent l'esprit de l'école. C'est-à-dire d'un côté l'exigence des grandes écoles et leur excellence académique, et de l'autre, l'ambiance conviviale, bon enfant qui règne dans une école, qui fait qu'ils seront dans une communauté dès le départ. Bon, prenons les choses dans l'ordre et commençons par l'excellence académique. Première chose, déjà en école de commerce, on n'apprend rien. Miss Letty a fait prépa. C'est souvent nécessaire pour intégrer les meilleurs de ces écoles. J'ai fait le choix d'une classe préparatoire parce que c'est avant tout la voie qui mène aux meilleures écoles de commerce en France. Vous savez sans doute que la prépa, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'apprentissage. Le savoir scolaire est au cœur de la formation et de la sélection. Après 2 années de travail intense au sein de classes préparatoires, beaucoup d'élèves sont impatients de changer de rythme. Et beaucoup vont déchanter, surtout la première année. C'est ce que décrit Maurice Midena dans un article du Monde Diplo intitulé « Théologie du management ». Lui-même ancien élève d'école de commerce, il a collecté les témoignages et les réflexions autour de la formation dispensée dans ces institutions. Ancienne élève d'Audencia Business School à Nantes, Madame Catherine Galtier se souvient des évidences théorisées, une façon pour elle de désigner la propension des livres de management à conceptualiser les notions qui relèvent du bon sens. C'est exactement ce que raconte Henri Tran du Rire Jaune dans sa vidéo sur le sujet. Il y évoque par exemple le marketing. Marketing, oui, il faut qu'on en parle. Si tu pensais que la physique était la seule matière qui étudiait le vide, tu t'es planté. Voici la définition exacte qu'on m'a apprise. Le marketing, ce n'est pas vendre, c'est faire acheter. Nique ta mère. B2B, B2C, to be or not to be, le marketing c'est un cours où il y a tellement de vent. Quand tu ressors de la salle, t'es Avatar, le maître de l'air. Et ça, beaucoup d'étudiants en sont tout à fait conscients. Ils vont apprendre le bullshit, le franglais, un certain savoir-être, bien plus qu'un savoir tout court. Yves-Marie Abraham, qu'on a écouté un peu plus tôt, ne dit pas autre chose quand il est cité dans l'article de Maurice Midena. Cette neutralisation du jeu scolaire, observe-t-il, apparaît comme une condition nécessaire de la formation. Les étudiants de HEC ne deviendront de bons managers que dans la mesure où ils auront cessé d'être de bons étudiants. On n'est pas dans une pédagogie à lire des tonnes de bouquins. Enfin voilà, on ne va pas vous demander de travailler. On n'est plus vraiment à l'école, hein, on est professionnel. Moi, il n'y a pas de souci, quoi. Pour résumer, en fait, vous sortez d'école de commerce plus bête que vous n'êtes rentré et plus pauvre que vous n'êtes rentré. C'est incroyable. Bon, très bien, couper les élèves des grandes idées, des analyses scientifiques, historiques, des débats intellectuels de leur temps, ça peut aider à faire en sorte qu'ils soient moins rêveurs. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils vont devenir managers, hein. Suffit pas d'être bête pour être manager. On pourrait tenter une hypothèse. Ces écoles ont avant tout une fonction sociale. Elles trient, par l'argent et par le concours, pour constituer une population étudiante homogène. Un entre-soi dans lequel les élèves vont apprendre à devenir des dominants au contact des autres enfants de la classe dominante. Ces effets d'émulation sont connus et font déjà le succès des écoles privées du primaire et du secondaire. Mais on doit bien y apprendre quelque chose en plus dans ces écoles de commerce. Revenons à Toulouse et à l'ambiance survoltée du concours d'entrée. Pour la justifier, cette responsable évoquait le niveau exigeant de la formation, bon, on a vu à quoi s'en tenir, mais ensuite elle a évoqué l'ambiance de l'école. L'ambiance conviviale, bon enfant qui règne dans une école, qui fait qu'ils seront dans une communauté dès le départ. Bon, niveau communauté, on voit très bien, mais est-ce que cette ambiance est si conviviale que ça? Humiliation sexuelle, homophobie, sexisme, voyage au sein des grandes écoles de commerce françaises, c'est le titre d'un article publié en janvier sur Mediapart par Iban Raïs. La vie festive des étudiants en école de commerce est aussi le lieu de toutes les violences. L'abus d'alcool, les soirées débridées sont autant d'occasions d'inciter les étudiantes à se lâcher, de les y pousser, de les y forcer parfois. Tout ça finit dans des vidéos qui tournent entre les étudiants, des vidéos qui forgeront la réputation des filles, qui finiront notées, évaluées sur des sites ou des boucles entre élèves, qui alimenteront les rumeurs, des rumeurs qui peuvent faire de la vie de ces jeunes filles un enfer. Cette violence institutionnalisée les prépare au monde du travail masculin et aux contraintes qui vont avec. Je pense que c'est difficile après de promouvoir l'égalité au travail, l'égalité professionnelle, quand en fait pendant les années de formation on a potentiellement subi beaucoup de sexisme, subi des violences. Ces violences sont d'autant plus dures qu'elles n'ont pas lieu en cours. Elles ont lieu dans les assos, dans les soirées, au cours de cette vie périscolaire qui a dans ces écoles une place fondamentale. Donc petit rappel, dans une école il y a beaucoup d'associations qui apportent de la vie au campus et te permettent de faire ce que t'aimes. Sauf que certains ne s'y inscrivent pas pour ça, mais pour atteindre un statut dans l'école. En effet, certaines assos très select t'offrent, si tu réussis leur recrutement, un polo.
qui te différencie de la plèbe. Avec ça, tu es désormais quelqu'un. Cette vie associative est centrale, vont s'y reconstruire des hiérarchies et des violences qui reproduisent celles que les diplômés vont subir et faire subir aux autres en entreprise. Près de 60% des présidents d'associations de ces écoles sont des hommes et ces places leur donnent beaucoup de pouvoir. Ils sont dans le groupe des cools, ceux qu'il faut fréquenter. Dans le groupe des cools, avoir de l'argent est indispensable. Les soirées sont payantes, les apparences sont importantes. Imaginez la déconvenue des élèves qui ont contracté un prêt et qui constatent une fois dans l'école que les hiérarchies sociales sont bien en place et que même ici, ils occupent les places les moins valorisantes. Et clairement, tout est payé en école de commerce. Donc, outre les 30 000 € de départ que vous allez payer, vous allez faire que de perdre de l'argent et vous ne pourrez plus manger. Le prestige social et le capital économique, et donc familial, continuent de reproduire les inégalités du monde extérieur. Si, comme Pierre, vos parents n'ont pas de problème d'argent, vous pourrez vous faire une bonne réputation en invitant des amis en week-end, en vacances, vous vous ferez un réseau et votre argent sera bien rentabilisé. Mais si vous avez contracté un prêt, c'est autre chose, vous serez privé des activités les plus socialisantes. Vous n'allez pas tirer le meilleur de cet entre-soi et vous ressortirez ruiné de l'école, condamné à accepter les premiers boulots que vous trouverez, boulots que vous ne pourrez pas lâcher sans craindre les représailles de votre banque, vous serez coincé. Vous dites ça y est, je suis diplômé, je vais commencer ma grande aventure, je vais commencer à changer le monde, et non, en fait pas du tout. Le monde de l'entreprise, vous arrivez, ouais c'est cool, ouais, vous aurez un bon salaire, vous aurez une voiture de fonction et vous allez avoir 3-4 avantages, c'est tout. Mais le boulot, ça va être de la merde quand même, ça va être chiant, hein. Je le dirais que ça va être des dossiers et trucs de merde. Hein. Ils étaient entrés rêveurs, ils sont sortis managers et ont fini par se demander si les rêveurs et les utopistes étaient bien ceux qu'on leur avait désignés. L'utopie aujourd'hui, c'est de continuer à penser qu'une croissance économique infinie soit possible dans un monde fini. Les rêveurs ou les affabulateurs sont ceux qui entretiennent cet espoir. Et c'est pourtant à ça que servent ces écoles, à perpétuer un monde où les managers, les entrepreneurs et les marketeurs sont au sommet de la pyramide, aux commandes. Comme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État formée à HEC, comme Franck Riester, qu'on a déjà évoqué ici, comme Jean-Michel Blanquer, qui dirigeait l'ESSEC avant de devenir ministre de l'Éducation nationale. En formant tous ces cadres, ces écoles entretiennent l'espoir d'un monde à jamais réglé par le projet même du capitalisme, la croissance infinie. Notre seul objectif, c'est que nous fassions de vous des entrepreneurs. Vous devez demain innover, vous devez demain changer les lignes. Je suis certain que si vous avez ça en tête, alors demain c'est vous qui allez changer le monde. Merci. Changer le monde, vous imaginez ? Cette petite élite qu'on a délibérément coupée du savoir académique, cette élite à laquelle on a enseigné un langage creux, des rapports de force brutaux, une violence permanente et une compétition de tous les instants, cette élite veut en plus changer le monde. Si nous avions été un peu rudes avec les étudiants eux-mêmes dans notre épisode d'octobre, on peut corriger le tir. Ne blâmons pas les élèves qui font sans doute les choix les plus raisonnables vu la violence du marché du travail, vu l'angoisse générée par Parcoursup, vu le manque de moyens des facs françaises. Par contre, pour ce qui est des écoles de commerce elles-mêmes, oui. Il semble qu'il est grand temps qu'on apprenne à s'en passer. C'est même indispensable si l'heure est vraiment venue d'imaginer le monde d'après. À lundi prochain.